C'est d'ailleurs... Il y a des parquets comme à Besançon, excusez-moi, où les policiers et les gendarmes sont aidés par On commence à mettre en place, depuis la loi de 98, des formations. Mais des formations obligatoires, il n'y en a pas. Je ne peux pas laisser dire que les fonctionnaires de police de la brigade des mineurs ne sont pas formés, qu'ils ne soient pas suffisamment formés. Ça, c'est votre point de vue. Mais on ne peut pas dire qu'ils ne soient pas formés. Les fonctionnaires de la brigade des mineurs chez moi, effectivement, comme les magistrats, reçoivent une formation généraliste. Mais à partir du moment où ils sont affectés dans une brigade des mineurs, ils reçoivent une formation spécifique. Ils reçoivent effectivement... Qu'est-ce que vous appelez cette formation spécifique? Ça m'intéresserait de savoir qui donne cette formation. C'est une formation... C'est des psychiatres, des psychologues, et combien de temps ça dure? C'est une formation qui est mise en place par le ministère de l'Intérieur et qui est faite par des gens qui sont extérieurs à la police. Franchement, Jean-Yves Le Gallec, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que dans ce genre d'audition, il serait, j'allais dire même agréable, enfin le terme est mal choisi, il serait judicieux pour les policiers d'être accompagnés d'un médecin, d'un thérapeute, d'un psychiatre, pour pouvoir les aider à passer ce genre d'audition, parce que ça ne doit pas être simple pour eux non plus d'ailleurs. Il y a des sites pilotes, en France qui ont déjà prévu la problématique et qui font des auditions d'enfants, non même plus dans les commissariats ou les gendarmeries, mais à l'hôpital. Mais est-ce que ça ne devrait pas être obligatoire? Nous avons... Non, pour l'instant, la loi est sortie en 98 tout de même. Le temps qu'elle se mette en place et qu'on ait le recul suffisant, on ne peut pas dire... C'est ce que je voulais dire à Mme Bredin tout à l'heure. En ce qui concerne l'application de la loi, elle se met en place. Dans mon service, il y a un studio d'enregistrement qui a été mis en place et où on procède à des enregistrements. Mais toutes les affaires ne font pas l'objet d'enregistrement parce qu'effectivement, il faut obtenir l'autorisation de la victime ou du représentant de la victime, et puis le magistrat qui est chargé du dossier a son mot à dire. Alors moi, donc, il y a un certain nombre de dossiers qui font l'objet d'enregistrement, et puis d'autres non. J'aimerais, à ce stade de l'émission, avoir aussi l'avis de Martine Nice, qui est thérapeute familiale et donc cofondatrice du centre de thérapie des Buttes de Chaumont. On a vu dans ce document une confrontation particulièrement pénible pour cette petite Marie. Première question, qui est en dehors de cette affaire, est-ce que la confrontation est une bonne chose pour les enfants qui ont vécu de tels abus sexuels ou non? Alors, enfants, il faut différencier les enfants avant la puberté et les adolescents. Souvent, les adolescents souhaitent des confrontations, parce qu'ils ont envie un peu d'en découdre. Mais au niveau des enfants, des petits-enfants, c'est très compliqué, parce que il faut dire un mot quand même du traumatisme. Le traumatisme de cette nature, d'agression sexuelle, déclenche des effets psychologiques tout à fait spécifiques qui fabriquent chez la victime une sorte de dissociation psychologique. Ça veut dire que l'enfant, son corps est là, pour faire simple, et sa tête est ailleurs pour pouvoir survivre à l'événement. Et ça lui permet de garder quelque part une vision assez bonne, assez idéale de la personne qui l'a agressé. Et c'est pour ça qu'on voit ces enfants dans des confrontations pouvoir sauter au cou de leur père ou de leur mère alors qu'il a dit juste avant avoir été violé par celui-là. C'est très compliqué à mettre en place pour saisir la nature de cette communication que l'enfant va établir dans la confrontation, où un regard de son agresseur le terrifie et le conditionne à montrer autre chose que la peur. Et qu'est-ce que vous pensez de cette confrontation-là ? Cette confrontation-là, elle est absolument inouïe. Bien évidemment, je partage l'émotion de Madame Bredin, mais je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer aussi. Rien n'est plus traumatisant que le viol en lui-même. Il ne faut pas imaginer que l'enquête policière ou la procédure judiciaire va traumatiser de façon encore plus pénible l'enfant qu'il n'a déjà été. C'est pas vrai. Ça a même un effet de libération sur l'enfant. Et d'ailleurs, ce qu'on voyait dans le reportage, c'est-à-dire l'enfant dessiné et expliqué aux journalistes, l'enfant pouvait pleurer. Ces enfants, quand ils sont au début du travail de thérapie, ils sont émotionnellement anesthésiés. Il n'y a aucune manifestation, ni de peur, ni de pleurs. Il y a une question centrale qui est au centre de ce document. Un enfant de moins de 8 ans ou de moins de 9 ans peut-il, oui ou non, inventer de tels traumatismes ? C'est absolument impossible. Je vais reprendre la phrase de M. Ariès. C'est inimaginable au sens propre du terme. Un enfant ne peut pas imaginer cela. Moi, je ne l'ai jamais vu. J'aimerais revenir à votre question de départ. En France, pour du moins ce que j'en entends, la plupart des abus intrafamiliaux ne posent pas trop de problèmes lorsqu'ils sont pris en charge par la justice. Par contre,
Je remarque que lorsqu'il y a des abus qui touchent à une collectivité, les enfants sont donnés à plusieurs partenaires. Alors là, tout d'un coup, on assiste à de nombreux dérapages. On aura l'occasion de revenir, mais effectivement, des témoignages comme ceux qu'on vient d'entendre, j'en ai déjà vu passer beaucoup en Suisse, des gens qui fuient la France, les mères qui partent avec une petite valise et qui partent et leurs deux enfants. Oui. Maintenant, en ce qui concerne, j'aimerais quand même réagir effectivement à l'audition telle qu'elle s'est pratiquée pour les deux enfants qu'on a bien vus. Quand on fait asseoir, mettre à genoux un enfant pour mesurer si effectivement le centimètre va jusqu'à la hauteur du sexe, puisque c'est marqué à ce moment de l'audition faisant mettre à genoux et mesurant l'enfant jusqu'à la hauteur de son visage, calquons cette hauteur à partir des pieds de monsieur, constatons que cette hauteur coïncide avec l'emplacement du sexe de monsieur. Faire ça en confrontation, c'est un deuxième viol de l'enfant, à mon sens. On n'a pas à faire ça, mettre un enfant à genoux devant un abuseur présumé, mais quand même présumé. Jean-Yves Le Gallec. Moi, je dois vous dire que la confrontation entre un enfant, un petit enfant, et puis l'auteur présumé des faits est, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la brigade des mineurs que je dirige, très très exceptionnel et se passe dans des conditions tout à fait particulières. C'est-à-dire que nous évitons que l'enfant ne puisse voir et être vu de l'auteur. Si vous voulez, on les fait se tourner le dos, on fait en sorte qu'ils ne se parlent pas. Donc, si vous voulez, on essaye véritablement d'éviter que des pressions quelconques soient exercées sur l'enfant. Mais je suis absolument d'accord que la loi qui a été votée en 98 évitera ce genre de problème. Moi, j'aimerais vraiment vous poser une question très précise par rapport à ce que vous avez dit, Martine Nice. Vous dites il est inimaginable de penser que des enfants de 8 ou 9 ans ou moins, bien sûr, est inventé de tels témoignages. Donc je voudrais vous poser une question très précise. Comment est-ce que vous expliquez le fait que les deux pédopsychiatres qui ont suivi Pierre et Marie n'aient jamais été entendus par la juge d'instruction? Ils en ont fait la demande et ils n'ont jamais reçu de réponse. Donc comment c'est explicable ça, Martine Bouillon? Oui. Vous savez bien que Zorro, les contes de fées, c'est dans l'imaginaire des enfants, c'est ce que le père disait. Mais je ne pense pas qu'ils imaginent ce qu'ils ont imaginé avec les enfants sur la tête sur une pique, etc. Comment c'est imaginable? Les magistrats instructeurs n'ont pas pour habitude d'entendre directement les thérapeutes, quels que soient les thérapeutes, pour une raison très simple, c'est que habituellement les thérapeutes ont toujours voulu se retrancher derrière le secret professionnel. Mais là, c'est pas le cas. Ils ont demandé à être entendus. C'est une démarche habituelle, vous dirais-je, du juge d'instruction qui ne va pas chercher le thérapeute. Là, vous me dites qu'ils ont demandé à être entendus. Et ils n'ont reçu aucune réponse. Ce n'est pas imaginable qu'ils ne soient pas entendus. Mais de toute façon, si vous voulez, on vient de comprendre que la pédophilie existait. On ne peut pas encore comprendre qu'il existe encore pire que la pédophilie, dirais-je, simple. Et il y a des gens qui résistent encore de toute leur force et de tout leur intérieur à ce genre.